Merci beaucoup à tous d'être ici pour, comme il a été dit ce matin, aller plus loin ensemble. Car quand on est seul, on va peut-être plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Nous sommes réunis ici à Strasbourg face au risque d'embrasement du monde. Ce risque que l'humanité s'anéantisse elle-même en un jour de monstrueuse destruction, comme le craignait Charles de Gaulle. Cet embrasement, nous en vivons le premier souffle en France et en Europe, en particulier au sein de mon propre pays, la France. C'est dans ces moments tragiques qu'il est essentiel de rétablir l'espérance. C'est pourquoi je veux commencer par vous montrer les 4 bas-reliefs du socle de la statue à l'hommage de commémorant Gutenberg, à quelques minutes à pied d'ici. Il s'agit d'une œuvre exécutée en 1844 par David d'Angers et qui porte tout l'élan de l'émancipation sociale de tous les peuples du monde. Ici, c'est l'Europe. Vous voyez ici, parmi tous ceux qui sont dans l'émancipation de l'Europe, Friedrich Schiller, du nom de notre patriote et citoyen du monde. Hegel, c'est autre chose, Copernic, c'est encore autre chose, mais ici, vous avez Schiller. Ils ont réuni tous les noms des gens qui ont émancipé l'humanité. Ici, nous avons l'Asie. Et ça, c'est le panel suivant. Vous voyez, Mahmoud II, j'en parlerai tout à l'heure. Ici, c'est l'émancipation des esclaves, selon la représentation de l'époque, c'est l'Afrique. La libération des esclaves en Afrique, vous verrez l'abbé Grégoire ici. Et ici, enfin, c'est l'Amérique. Vous voyez, Benjamin Franklin, Washington et Lafayette. Donc, c'est très intéressant de voir réunis ainsi Schiller, Franklin, Confucius, Ram Mohan Roy, Erasme de Rotterdam, Mahmoud II et donc l'abbé Grégoire. De ce Ram Mohan Roy, la famille Tagore du Bengale indien, a été l'héritière politique et spirituelle au XXe siècle. Rabindranath Tagore est l'expression la plus achevée de cet héritage. Je vous en parle ici parce que Xi Jinping vient de s'adresser au 23e congrès de l'Organisation de coopération de Shanghai, le 4 juillet, en citant le grand poète indien Rabindranath Tagore, et il cite « L'océan de danger, de doute et de déni qui entoure la petite île de certitude où vit l'homme, le met au défi d'oser l'inconnu. Nous devons donc nous élever au niveau de l'appel à l'action de notre temps. Au sein de la tempête, ici et maintenant, c'est cet appel que nous lancent les pays du Sud et de l'Orient planétaire. Au 23e congrès de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, par vidéoconférence, assistaient Modi, Xi Jinping et Poutine, des représentants des pays d'Asie orientale, le Pakistan et un nouveau membre de l'organisation, l'Iran. Il y a été question à la fois de sécurité, de respect des souverainetés nationales et de volonté de développer progressivement les échanges en devises nationales et non plus en dollars. Au total, des représentants de plus de 40% de la population mondiale. Si on ajoute à cela les membres des BRICS+, il s'agit de plus de 66% de la population mondiale. Et c'est pratiquement le même pourcentage qu'on trouve en produit national mesuré en parité des pouvoirs d'achat, en produit national physique. Donc, il est évident que proportionnellement, ce sont nos pays occidentaux qui se trouvent en minorité, et très nettement en minorité. Ce basculement du monde n'est pas un phénomène partiel ou temporaire,
mais c'est une lame de fond mondiale. C'est une question de vie ou de mort. Le combat entre l'oligarchie financière malthusienne et dominatrice qui occupe nos pays occidentaux et ceux à l'opposé qui pensent que l'espèce humaine a droit au développement. Ce droit qu'avait proclamé le révolutionnaire français Lazare Carnot d'élever à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. Les pays du Sud planétaire ont bien compris que le déversement de fausses monnaies par les banques centrales du G7 a abouti à accumuler un capital fictif fait de dettes et de titres financiers, un capital fictif à leur détriment, au détriment de la majorité du monde, au détriment de leur peuple et de leurs producteurs. Ils ont compris que ce néolibéralisme, organisé et protégé par des moyens militaires et des menaces physiques, les emprisonne dans un piège qui est le piège de l'endettement continu. Ils ont constaté que le libéralisme du consensus de Washington, leur imposant la liberté des renards dans leurs États poulaillers réduits au minimum, ne s'applique plus dès qu'il faut détourner l'argent public pour sauver les possessions de l'oligarchie financière ou geler arbitrairement les avoirs de ceux qui s'opposent à elle. À ce moment-là, l'État intervient pour soutenir les intérêts privés et les banques centrales se font les collaboratrices et opèrent pour le compte de ces intérêts, cette oligarchie financière. Les pays du Sud ont compris que les dommages qui leur sont infligés, le démantèlement de leurs services sociaux et de leur secteur public, ne l'ont pas été par erreur ou par inadvertance, mais avec un objectif conscient de prédation à leur égard. Ils ont compris qu'ils sont victimes d'une économie truquée, dans laquelle le dollar est militarisé, le dollar est devenu une arme pointée sur eux. Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils se sentent tout à fait concernés lorsque Vladimir Poutine affirme au Forum de Saint-Pétersbourg, qui vient de se tenir du 14 au 17 juin, et je le cite, « Aujourd'hui, environ 90% des échanges au sein des pays membres de l'Union économique eurasiatique sont effectués en roubles et 86% des échanges effectués avec la Chine en roubles et en yuan. Ceci signifie que le néfaste système international, par nature néocolonial, a cessé d'exister. » Vladimir Poutine au Forum de Saint-Pétersbourg. Il ne faut donc pas s'étonner que l'alliance russo-chinoise, consacrée le 4 février 2022, apparaisse à ces pays comme une option positive et une chance d'échapper au carcan atlantique, au carcan transatlantique. Et lorsque Xi Jinping évoque le devenir commun de l'humanité, il voit que la Chine, sans leur infliger des leçons de morale plus ou moins hypocrites, la Chine construit des ponts, des voies ferrées, des barrages ou des ports et constate ainsi que les paroles sont là suivies d'actes. Même dans le cas où les réalisations sont imparfaites, mieux vaut pour eux quelque chose plutôt que le presque rien occidental. C'est en ce sens que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président brésilien Lula da Silva et le premier ministre chinois Li Qiang se sont chacun adressés à Emmanuel Macron au cours du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu à Paris le 22 juin passé pour critiquer tous les institutions financières existantes et ce qui nous reste de l'ordre de Bretton Woods. Lula a déchiré le discours qui lui avait été préparé et il a condamné les inégalités de la gouvernance des institutions financières internationales, réclamant un nouvel ordre qui réponde enfin aux aspirations du monde. Ces pays du Sud planétaire, nous dira-t-on, ne sont pas unis et n'ont pas réellement de projet commun. Sans doute, mais ils ont bien un rejet commun. Ils ont compris que les dirigeants occidentaux voient d'un mauvais œil le développement de la Chine, car ils pensent en termes géopolitiques amis, ennemis,
et craignent ceux qui remettent en cause leur privilège, le privilège du monde transatlantique. Dans les premières réunions internationales qui se multiplient, et dans celles qui suivent, et que les médias occidentaux rapportent si peu, les liens s'organisent en dehors du système dollar, qui n'est plus même une monnaie américaine, mais celle d'une oligarchie financière qui règne dans une économie de marché, qui est en fait une économie qui n'a pas de marché, qui est devenue une dictature financière. L'Institut Schiller se réjouit de cette évolution, car c'est une étape fondamentale vers une nouvelle route de la paix par le développement mutuel. Pour ceux ici qui ne le savent pas, car ce n'est pas le genre de choses que rapportent les médias occidentaux, l'économiste russe Sergueï Glaziev, ministre de l'intégration de l'Union économique eurasiatique, Sergueï Glaziev qui organise aujourd'hui la mise en œuvre de la dédollarisation, a déclaré le 8 septembre 2022 que ce sont les principes de l'économie physique défendus par Lyndon LaRouche qui sous-tendent aujourd'hui le miracle économique chinois et qui sont à la base de la politique de développement économique de l'Inde. J'ajouterai, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'Helga Zepp-LaRouche, présidente et fondatrice de l'Institut Schiller international, est la femme de Lyndon LaRouche. Cela signifie que le long combat que nous avons mené et que nous menons l'est au nom de la conception que LaRouche donnait d'une politique économique réussie, l'accroissement du potentiel de densité économique démographique relatif, une politique d'accueil qui est par principe anti-malthusienne. C'est une politique qui crée les moyens d'accueillir davantage d'êtres humains et qui a ce potentiel supérieur au nombre d'êtres humains existants. Elle peut dès maintenant en accueillir davantage. Cette conception de LaRouche, fondée sur la capacité humaine de discerner de nouveaux principes physiques, appliqués sous forme de technologies produisant davantage avec moins d'efforts physiques, dépasse les apparences du court terme de ces organes sensoriels qui n'ont pas la capacité de penser et se laissent obnubiler par les choses extérieures. C'était Mencius, le disciple favori de Confucius, spirituel de Confucius, qui le disait. Il ajoutait « Pour peu que nous commencions à construire ce qui est grand en nous, la petitesse ne saurait jamais l'emporter. » Cela suppose, bien entendu, la vision à long terme qui nous fait aujourd'hui tellement défaut dans notre monde de l'argent, de la monnaie et de l'apparence immédiate. Écoutons ici Tagore, dans sa Religion de l'homme, avant ou peut-être après avoir dialogué avec Einstein, nous dire « De toutes les créatures, l'homme seul vit dans un avenir sans bornes. Notre présent en est seulement une partie. Les idées encore à naître, les esprits encore informes, provoquent notre imagination avec une insistance qui les rend à notre intelligence encore plus réelles que les choses qui nous entourent. » Moi-même, j'avais exprimé cela en disant qu'il faut toujours penser avec les yeux du futur. L'on peut dire que c'est dans cet état d'esprit que 7 pays africains ont organisé leur délégation de médiateurs dans le conflit ukrainien. Nous ne venons pas en mendiant, nous n'allons pas solliciter des faveurs de l'un ou l'autre des belligérants, a déclaré Cyril Ramaphosa. Nous voulons être des acteurs essentiels, sur la scène mondiale. Le Sud s'implique ainsi directement et indépendamment dans les affaires du Nord, du monde, hors du domaine de l'OTAN. Sous les auspices de la Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran renouent leurs relations diplomatiques. Un sommet Afrique-Russie se tiendra à Saint-Pétersbourg le 26 et 27 juillet. L'Inde utilise des yuans chinois et même des dirhams des Émirats arabes unis pour ses contrats. Et aussi en yuan, Total, l'entreprise pétrolière française, établit un contrat avec les Émirats arabes unis et la Chine pour sa production. Donc on passe à un monde où progressivement
le yuan devient une monnaie d'échange essentielle, comme l'a affirmé Dilma Rousseff elle-même à la dernière réunion de la nouvelle banque de développement des BRICS. Emmanuel Macron, lui, s'efforce d'être invité au 15e sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg, mais la Russie, pays membre, estime qu'il n'y a pas sa place en tant qu'adhérent à la ligne de l'OTAN. Je dois être ici en désaccord avec la Russie. Je pense qu'Emmanuel Macron devait être invité pour prendre une leçon et avoir la connaissance de ce qui se passe réellement dans le monde, et pas dans les cabinets ministériels, et pas dans les bureaux des banques qu'il sert. Le monde change et devient ainsi multilatéral. C'est lentement que les dirigeants occidentaux en prennent conscience. Ce n'est pas d'eux que l'on peut attendre un pas vers la paix dans le monde, car en accepter les fondements serait mettre fin à la prépondérance de l'oligarchie qui les domine tous. C'est donc l'ascension du Sud planétaire qui est la chance pour la paix, hors d'une logique de bloc. Nous avons vu comment elle se dessine et combien il est nécessaire pour chacun d'entre nous, pour nous autres Européens, de suivre cette ascension et d'en comprendre réellement les causes. Bien entendu, ce n'est pas assez. Nous devons retrouver, portés par cet exemple, notre propre souveraineté et notre propre indépendance nationale. C'est le premier des 10 points proposés à notre réflexion par la présidente de l'Institut Schiller. Cela exige non seulement un changement de direction dans la politique de nos pays, mais un changement au sein de nous-mêmes. La France et même les pays européens ne peuvent à eux seuls changer la direction d'un monde qui s'autodétruit sous des amas de fausses monnaies et d'armes de plus en plus destructrices. Nous devons nous appuyer sur ce Sud planétaire pour cesser d'être les dindons d'une farce tragique dans laquelle une économie de guerre nous conduit directement, si on ne l'arrête pas, à la guerre tout court. Et cette guerre, c'est une guerre qui franchira le seuil nucléaire de notre destruction si nous n'extirpons pas réellement les racines qui nous y mènent. Cela signifie définir ensemble la nouvelle architecture de paix par la sécurité et le développement mutuel qu'exigent justement les pays du Sud planétaire. Il y a là une force sans laquelle, compte tenu de l'imbrication des chaînes de production et de valeur des pays occidentaux, il y a une force sans laquelle nous ne pourrons pas changer de direction. C'est cette voie, avec la Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS, que mon pays devrait porter au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, car nous y avons un siège parmi les 5. Nous avons moins d'excuses que les autres, car nous sommes le seul pays d'Europe occidentale à n'avoir aucune base américaine et à disposer pour un temps encore d'une force militaire et d'une industrie civile nucléaire qui sont indépendantes. Notre défi, pour éviter une guerre future entre blocs, même si nous échappons à la menace actuelle, cette guerre future entre blocs porte la guerre, est de changer la direction économique, politique et culturelle de tous les pays du bloc atlantique, en faisant comprendre à nos peuples qu'ils subissent à l'intérieur de nos États les mêmes hommages que ceux infligés aux pays du Sud planétaire et dont eux s'efforcent de s'extirper. Citoyens de tous les pays du monde, unissez-vous. Mais cela suppose un effort en nous-mêmes, en excitant notre curiosité et notre volonté de connaître et de comprendre. Je dirais notre imagination pour explorer l'inconnu, sans fascination pour la violence ni pour la soumission. Une capacité pour chaque citoyen de privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt personnel, pour que les avancées sur la connaissance du monde, qui sont l'expression de notre souveraineté, de la souveraineté de chacun, que ces avancées puissent aboutir à un niveau supérieur dans lequel la conjonction des opposés puisse devenir harmonie de dissonance. C'est ce que je pensais confusément
moi-même, entre culture française et culture argentine, regardant la croix du Sud de mon enfance, en cherchant à trouver au-delà quelque chose qui englobe les deux cultures sans en trahir aucune. Osons donc l'inconnu pour que ne soit pas anéantie toute la beauté du monde.